Là, oui, tu viens de revalider ton micro. Je sais pas. Peut-être que la caméra est bloquée par une autre application. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Andrea. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur votre écran, je viens de démarrer l'enregistrement de la vidéo. Alors, cette vidéo sera systématiquement, les cours que je vais vous proposer seront systématiquement enregistrés et publiés ensuite sur Classroom. D'accord. D'accord? Donc, ça vous permettra, si vous, pendant une journée, vous avez du travail ou vous avez un rendez-vous médical ou quelque chose que vous ne pouvez pas assister, vous pourrez le voir le jour même sur Classroom. D'accord? Alors, ça, c'est une première chose. Par contre, j'ai une connexion, chez moi, qui est très lente. Donc, le temps que je télécharge la vidéo et que je la mette sur Classroom, il faut au moins 3 heures. D'accord? Donc, c'est un peu catastrophique. En campagne et en Bretagne, c'est un peu catastrophique. Donc, il me faut au moins 3 heures. Donc, on va finir le cours vers 7h30. Vous ne l'aurez pas, à mon avis, avant 10h du soir. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas tout de suite, c'est normal, c'est ma connexion. Pour vous donner un ordre d'idée sur la qualité de ma connexion Internet, je ne peux même pas avoir Netflix à la maison. Oh. D'accord. Netflix, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, voilà. Alors, je vous ai donné plusieurs documents. J'essaierai Alors, de... on va se présenter. Donc, Sergio, vas-y, je t'écoute un petit peu. Tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Sergio. Ouais, Sergio, Oui. je suis espagnol. J'habite aux îles Canaries. Oui. Mais ma famille et moi vient de le sud de l'Espagne. D'accord. D'Andalousie. D'Andalousie, d'accord. Quelle ville exactement? Cordoue. Cordoue, non? Quoi? De quelle ville en Andalousie? Cordoue? Cordoue, oui. Cordoue, d'accord, oui, ok. C'est ce que j'avais cru voir sur les réseaux sociaux. Et toi, Isabelle, donc espagnole également? Oui, je suis espagnole également. Et puis, je viens aussi du sud de l'Espagne, mais de la région qui s'appelle Murcia. Murcia, d'accord, ouais, ok. Ok. En français, je ne sais pas si j'y étais il y a 15 jours. J'y étais il y a 15 jours. Excuse-moi? J'étais à Murcie il y a 15 jours. Ah oui, à Murcie. Oui, j'étais à Murcie. J'ai fait Almeria, Murcie et Valence il y a 2 semaines en vacances. Ah oui, j'ai vu quelques photos dans ton réseau, oui. C'est vrai, en Valencia. Mais pas à Murcia, je ne savais pas que tu étais là. On est passé par Murcia, on s'est arrêté un petit peu, on a regardé les champs de citron, parce qu'il y a des citrons partout. Donc, c'était très beau, c'était très très beau. Donc, alors, et puis donc Andrea, tu n'es pas espagnole, tu es... Non, je suis hongroise et bonjour tout le monde. Je suis hongroise, je suis médecin spécialiste et vu je ne suis pas spécialiste en informatique, il me semble. Partout. Hein. Je viens d'essayer de me télécharger de nouveau, mais je ne comprends pas comment ça se fait, mais ça ne me réussit pas. Je vous vois, je vous entends, il me semble que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Et mon caméra est en train de fonctionner. Je ne comprends pas. Mais bon, de toute façon, à ce moment, non, pas à ce moment, depuis le mois de mars, depuis le début du confinement, nous résidons dans notre maison de campagne. Nous avons quitté notre capitale Budapest et nous nous trouvons maintenant juste à côté de la frontière austro-slovéno-hongroise. Et quant au travail,
maintenant, je pratique un travail assez spécial. C'est une certaine fonction de superviseur. Oui, superviseur ou superviseuse, oui. Superviseuse. Je donne des conseils aux jeunes collègues qui travaillent à l'hôpital, vu le rebond déjà arrivé concernant la pandémie Ouais, COVID-19. comme partout en Europe, oui, comme en France, comme en Espagne, oui, comme Et chez nous aussi. partout. Et c'est moi qui donne des conseils si les autres, si jamais les autres chefs, médecins-chefs ont été pris, alors c'est moi qui les soulage. Alors je suis toujours présente et à leurs écoutes. D'accord, d'accord. Et puis, bah, moi, je vais finir un petit peu de me présenter rapidement. Donc, bah, je suis professeur de français depuis 30 ans. Environ, oui, 30 ans. Et j'ai été pendant 25 ans professeur en lycée en France. D'accord? Donc, pour des lycéens. Donc des secondes premières, pour ceux qui connaissent un petit peu le système scolaire français, donc des élèves de 15-17 ans, on va dire. 15-17 ans. Et puis, j'ai décidé, pour des raisons familiales, de quitter la France il y a 5 ans, et j'ai vécu en Espagne, à Almeria, pendant 4 ans, où j'ai découvert le métier de prof de français langue étrangère. J'ai créé ma propre entreprise, donc autonomo, comme on dit en Espagne là-bas. Et puis, bah, j'ai déplacé en fait mon entreprise en France parce que bah, je voulais retrouver la Bretagne me manquait, la verdure me manquait, les rivières et les lacs me manquaient. C'est vrai qu'Almeria, je n'avais pas choisi le plus humide. Et, donc voilà, donc maintenant je suis revenu en Bretagne, j'ai beaucoup de pluie, j'ai une très mauvaise connexion Internet, mais bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'organiser au cours de ces 6 semaines. D'accord ? Donc je vous ai dit d'abord, donc les vidéos sont enregistrées et vous pouvez les retrouver sur Classroom. Alors on va utiliser 3 applications différentes. Classroom, ça va être l'endroit où je vais vous mettre tous les documents dont vous aurez besoin. Les documents PDF, les vidéos, les fichiers audio, etc., etc., toutes les méthodologies, tout ça, ce sera mis sur Classroom. Par contre, n'utilisez pas Classroom pour m'envoyer les devoirs que je vais vous demander de faire. D'accord ? Utilisez Google Drive. Ou par mail, est-ce que c'est possible? Par mail? Utilisez Google Drive parce que si vous envoyez les documents sur Classroom, il y a des petits problèmes de sécurité sur Classroom et parfois les documents sont vus en fait par tous les membres du groupe et pas seulement par moi. Donc c'est un petit peu dommage. Je préfère que vous gardiez votre travail personnel pour vous et que tous les membres du groupe ne le voient pas. D'accord ? Donc, envoyez-moi, partagez sur Google Drive ou par mail. Vous m'envoyez un mail avec un fichier Word, aucun problème. D'accord ? Par contre, ne m'envoyez pas non plus, il y en a quelques-uns qui essayaient de me faire ça, vous écrivez à la main sur une feuille, vous prenez une photo et vous m'envoyez sur WhatsApp. Non. D'accord ? Non. Je n'en veux pas. Parce que je ne peux pas mettre de commentaires. D'abord, j'ai du mal à lire vos documents. Ouais. Et en plus, je ne peux pas mettre de commentaires. Alors qu'avec Google Drive, je peux vous mettre des commentaires. D'accord ? Donc, on a dit Classroom, on a dit Google Drive, et la troisième, c'est celle-là, c'est Meet. Meet. Alors, Andrea essaye de se connecter, de se reconnecter pour voir si la caméra fonctionne, mais ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Donc, du moment qu'on t'entend, Andrea, c'est le principal, ne t'inquiète pas. Donc, voilà les 3 applications qu'on va utiliser au cours de cette formation.
Nous allons, alors, il est évident qu'en 27 heures de cours, en 6 semaines, je ne peux pas vous apprendre à être des francophones. D'accord? Vous ne pouvez pas parler couramment le français et tout connaître du français en 6 semaines. C'est pas possible. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez le B2. D'accord? Alors, le B2 est généralement assez simple. D'accord? Bon, le C1, c'est un petit peu plus compliqué, mais le B2, normalement, il n'y a pas de difficulté majeure, de grande difficulté. OK? Le B2, je ne sais pas si vous connaissez les caractéristiques de l'examen. Oui. C'est 4 épreuves. Oui. Expression écrite, expression orale. On appelle parfois production. Production écrite, production orale. Expression écrite, compréhension écrite, compréhension orale. Oui. Donc, il y a ces 4 épreuves. À la différence, pour les Espagnols, à la différence de ce que vous pouvez avoir à la EOI, Escuela Oficial de Idiomas, vous n'êtes pas obligé d'avoir la moyenne dans toutes les matières. D'accord? La EOI, il faut avoir 5 sur 10 dans toutes les matières. Avec l'Alliance française, il suffit d'avoir 50 sur 100 en général. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, 15 en compréhension écrite, 15 en compréhension orale, 15 en expression écrite, ça me fait 45, et j'ai un 6 à l'autre, ça me fait 51, je l'ai. D'accord? Je suis reçu. Donc, je peux avoir une faiblesse quelque part et être reçu quand même. Alors, bien sûr, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'avoir l'examen avec 50. Le but, pour moi, c'est que vous ayez l'examen avec au moins 70-80 points. D'accord? Je pense que c'est tout à fait faisable. Alors, au cours de cette période, je vous ai envoyé, là, donc, il y a une demi-heure environ, ce document-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Au cours de cette période, donc, on va travailler les 4 parties. Alors, l'expression écrite, je vous demanderai régulièrement de faire des expressions écrites que vous devrez me renvoyer. L'expression orale, alors un petit peu plus difficile, je vais vous demander de vous enregistrer. D'accord? De vous enregistrer ou avec votre téléphone portable, par exemple un document WhatsApp. Alors, vous avez le choix entre le fichier audio, donc MP3, ou le fichier vidéo, MP4. Moi, personnellement, je préfère le MP4. Je préfère la vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que le jour de l'examen, vous ne pourrez pas lire un document que vous avez devant vous. Vous devrez regarder les professeurs qui se trouvent en face de vous. Si j'ai un fichier audio, peut-être que vous êtes en train de lire, je ne peux pas le vérifier. Si c'est un fichier vidéo, je vois vos yeux. Si vous regardez la caméra, c'est bon. Si vous regardez par terre, il y a un problème. D'accord? Donc, moi, ce que je veux voir, c'est vos yeux pour bien comprendre que vous parlez de manière naturelle, fluide, sans lire. Parce que vous ne pourrez pas le faire le jour de l'examen. D'accord. Bon, Andrea, c'est bon. Sergio, c'est bon. Isabelle, pas de problème quand je parle, tu comprends tout? Oui, je comprends tout. Oui, bon, d'accord. Ok. Donc, on a dit expression écrite, expression orale, compréhension écrite et compréhension orale. Alors, compréhension écrite, on va le faire en dehors du cours. C'est-à-dire, je vous enverrai des documents, vous pourrez les lire, répondre aux questions et me les renvoyer pour correction. Ce sera plus simple. D'accord? Ça permettra de gagner du temps sur l'expression qui est la partie peut-être la plus difficile. Et puis, il y a la compréhension orale. Compréhension orale, pareil, on en fera de temps en temps en direct. On va en faire une aujourd'hui. Je vais vous faire écouter un document et je vais vous demander de me le résumer et de discuter avec moi de ce document. C'est un document très récent, il a 3 jours. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que l'on travaille sur un petit peu donc la lettre formelle. OK? Donc, vous avez reçu ce document-là également, normalement. Oui. Oui. Donc, on va regarder ce document ensemble.
Et je vais vous rappeler, dans un premier temps, cette partie-là, cette page-là. OK? Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Donc là, c'est la troisième page. Troisième page, vous avez donc un dessin avec la feuille de la lettre formelle. Éventuellement, je peux, si vous le voulez, je crois que je l'ai ici. Plan lettre formelle, oui. Je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous l'aurez également. Je ne sais plus comment on fait. Présenter maintenant. L'intégralité de votre écran. Voilà, c'est bon. Alors là, normalement, vous devez vous voir, là. Oui. Et donc, je vais partager ceci. Voilà. Ah bah non, s'il te plaît. Voilà, le voilà. Alors, je vais le mettre en plein écran. Diaporama. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Oui. Oui. Oui, d'accord. Donc là, vous avez le plan de ce que l'on appelle la lettre formelle en français. Donc, dans la partie gauche, en haut, vous devez mettre votre nom. Donc, il faut que vous inventiez un nom français. Même si vous êtes en Espagne, même si vous êtes en Hongrie, même si vous êtes au Japon, il faut que vous fassiez un nom français. Donc, vous avez plein de noms, Dupont, Durand, Martin, etc., qui sont fréquents. Vous mettez Marie, Pierre, ce que vous voulez, mais vous inventez un nom français. L'adresse, il faut toujours mettre le chiffre devant. Contrairement à l'espagnol, par exemple, qui met le chiffre après, il faut que vous mettiez le chiffre devant. Et puis, la rue, vous allez trouver un nom quelconque, le nom d'un romancier, d'un personnage célèbre, Général de Gaulle, Émile Zola, Jules Verne, qui vous voulez, d'accord, Victor Hugo. Il y a des rues de ces personnages partout, dans toutes les villes. Ensuite, vous mettez le code postal et la ville. Alors, apprenez 5 ou 6 codes postaux de France. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, 75 000, c'est Paris. 69. Est-ce Oui. que je peux mettre les codes postaux de ma résidence au Canada, au Québec? Ça sera pareil. Alors, éventuellement, tu peux mettre un pays francophone. D'accord. Tu peux mettre un pays francophone si tu veux. Oui. D'accord. Donc, j'ai dit 44 000, c'est Nantes. Vous avez 69 000, c'est Lyon. Et je vais vous donner une dernière. 13 000, c'est Marseille. OK? Et ensuite, vous inventez un courriel qui va correspondre à votre nom. Donc là, moi, j'ai mis Patricia Martin. Je mets patriciamartin@gmail.com. Donc voilà pour cette partie-là. C'est extrêmement important. Attention, le téléphone également, c'est 10 chiffres en France. C'est 9 en Espagne, par exemple, mais c'est 10 en France. Attention, il faut toujours commencer par le 0. En général, les portables, c'est 06 ou 07. Le destinataire, vous n'avez pas à remplir autant de renseignements. Vous mettez juste son nom, son adresse et le code postal. Ensuite, vous allez mettre l'objet. Alors, la référence, on verra ça à un autre moment, c'est moins grave. Vous allez mettre l'objet. Ça va être un résumé de la raison pour laquelle vous écrivez. D'accord? Et ce résumé, vous allez le faire avec une phrase qu'on appelle une phrase nominale, c'est-à-dire sans verbe. D'accord?
Par exemple, demande de remboursement, problème avec les éoliennes, problème avec, je ne sais pas moi, la propreté dans les rues, etc., etc. Vous mettez réellement la raison de votre lettre, objet, deux points et le motif, sans verbe. Et juste en face, vous allez mettre le lieu et la date. Alors, vous pouvez mettre la ville avec éventuellement la préposition à devant si vous voulez. Attention, mettez toujours à, pas en. D'accord? Avec une ville, c'est toujours à. Donc, à Nantes ou à Marseille, à Paris, à Lyon, etc. Où vous mettez la date. Mettez une date, évidemment, antérieure, mais pas trop éloignée non plus. Mettez pas 1982. D'accord? Ensuite, l'intérieur, on va le revoir plus tard. Et puis, vous avez la formule de politesse que vous devez connaître par cœur et qu'il faut que vous réutilisiez. En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, monsieur ou madame, l'expression de mes sentiments distingués. Ça, cette phrase, vous devez la connaître par cœur et ne faire aucune faute sur cette phrase. D'accord? Oui. Alors, juste un petit point par rapport à l'examen. Si, lors de l'examen, vous tombez sur une lettre formelle et que vous mettez toutes ces parties-là sans en oublier une seule et que vous ne faites aucune faute, vous avez déjà gagné la moitié des points. Pouvez? C'est pas mal, hein? C'est la moyenne. D'accord? Donc là, bon, je vais arrêter le partage. Voilà. On va revenir sur. Alors, je ne sais pas comment je sors. Fin du départ. Voilà, quitter. Voilà. Donc là, normalement, on se revoit tous. Donc, vous voyez, normalement, juste avec ces éléments-là, si vous ne les oubliez pas, vous avez déjà assuré presque la moitié des points. J'ai une élève, alors je ne vais pas la citer parce qu'elle va certainement voir la vidéo. Donc, j'ai une élève qui vient de passer, donc qui est russe, mais qui habite à Paris. D'accord? Non, elle n'est pas russe, pardon, elle est ukrainienne. Elle habite à Paris. Et elle a passé le B2 il y a, au mois de juin, il y a 3-4 mois. Elle fait quelques fautes de grammaire, elle fait quelques fautes d'orthographe, elle fait quelques fautes de conjugaison, mais elle a appris par cœur cette structure. Elle a eu 19 à l'examen. 19 sur 25. D'accord? Donc, en sachant qu'elle a fait des fautes. Bon, je n'ai pas vu la copie, mais je suis sûr qu'elle a fait des fautes de grammaire ou de conjugaison. Parce qu'elle en faisait tout le temps. Il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse plus une seule le jour de l'examen. Donc, je suis à peu près sûr qu'elle a fait des fautes. Donc, voilà. Pardon. Donc, voilà ce qui est extrêmement important avec le DELF B2, c'est la méthodologie. Si vous maîtrisez la méthodologie, si vous respectez les choses que l'on vous demande de faire, vous êtes à peu près sûr d'avoir la moyenne. OK? Donc ça, c'est une chose importante pour la lettre formelle. Donc, je vous ai donné plein de renseignements dans le document. Je vous ai donné des codes postaux. Je vous ai donné les renseignements pour comment créer les coordonnées, les références, l'objet, etc., etc. Et puis, après, on parle du corps du texte. Alors, le corps du texte, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre les deux, d'accord, qu'on n'a pas rempli encore. Ça, il va falloir en général 4 ou 5 parties, 4 ou 5 paragraphes différents. Alors, à votre avis, je vais vous poser quelques petites questions quand même. Je ne sais pas si vous avez regardé le document. À votre avis, quelles doivent être les différentes parties? Dans l'ordre. En introduction. Oui, en introduction du sujet. Vas-y, je t'écoute. Puis après, la présentation de la problématique, ça dépend de… Alors, attention, une lettre formelle, ce n'est pas un essai. Hein.
Ah, d'accord. Ce n'est pas un essai argumenté, c'est une lettre formelle. Donc, dans une lettre, quelle est la première chose que vous faites quand vous écrivez à quelqu'un? On se présente. Voilà. Vous vous présentez. Aussi, Alors, sans dire bonjour, hein. Je m'appelle Patricia Martin, puisque c'est le mot que j'ai mis tout à l'heure, le nom que j'ai mis tout à l'heure. Je m'appelle Patricia Martin et vous expliquez pourquoi vous écrivez à la personne. Vous lui dites, je vous écris parce que. Et ça, vous allez l'inventer. Alors, quelquefois, dans l'énoncé du sujet, on va vous donner des petites directions. D'accord? Des petits choix possibles. Et donc, ça va vous aider. Mais quelquefois, il faudra totalement inventer. Nous allons voir tout à l'heure plus précisément pour le maire. Écrire au maire de votre ville. Donc, il va falloir vous présenter, dire que vous êtes un citoyen de la commune, un habitant de la commune, et que vous avez, par exemple, appris dans le journal municipal ou aux informations ou par vos voisins, vous avez appris telle chose et vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. Vous dites qui vous êtes et vous expliquez pourquoi vous écrivez. Première partie. Deuxième partie. Alors, attention, culture française, respect. présenter les solutions. Pas tout de suite. Non? Pas tout de suite. Il va falloir le faire, oui, mais ça va être la quatrième partie. Puis, si on parle de politesse, je ne sais pas, qu'on donner des avis, des options. Alors, vous voyez, je vais être méchant avec moi-même, je vais être méchant avec les Français en général. On est très poli, mais on est très hypocrite. D'accord? On est très, très hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, on va, ce que l'on appelle en français, lécher les bottes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Lécher les bottes, en espagnol, vous êtes plus vulgaire que nous, c'est lamer el culo. Donc, on va lécher les bottes de la personne et on va dire, c'est vrai que vous avez fait des belles choses, c'est vrai que vous avez fait ça, etc., etc. D'accord? On est très hypocrite. D'accord. OK? Donc, la deuxième partie, ça va être ça. OK. La troisième partie, alors là, par contre, on est gentil au départ, et puis après, là, on casse, on critique. Je ne suis pas d'accord. Ce que vous avez fait, c'est pas bien. D'accord? Vous avez peut-être fait des choses bien il y a 6 mois, 1 an, mais aujourd'hui, ce que vous faites, ça ne va pas. OK? Et vous critiquez la personne. Par contre, un Français, c'est vrai qu'il critique beaucoup, d'accord, il critique tout le temps, mais il essaye toujours de trouver des solutions. Et ça, c'est les solutions, c'est la quatrième partie. D'accord. D'accord? Et puis, moi, ce que je vous conseille, alors bon, le DELF, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, vous n'avez pas besoin de vous différencier des autres candidats. Si vous le faites bien, vous aurez une bonne note, il n'y a pas de souci. Mais si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez vous différencier un petit peu des autres, c'est de finir par un petit paragraphe dans lequel vous allez, d'une manière là encore hypocrite, menacer la personne. Alors, je vous explique. Généralement, les lettres formelles, très souvent, elles sont au maire ou, par exemple, ce que nous allons faire jeudi ou samedi, je ne sais plus, ce que nous allons faire, c'est la lettre au directeur d'une école. Vous avez votre enfant dans une école, vous n'êtes pas content de ce que fait l'établissement et vous le faites savoir. Quand c'est un maire, vous pouvez lui rappeler quand même que les élections approchent et que si il ne répond pas à vos attentes, il est possible que vous ne votiez pas pour lui aux prochaines élections. D'accord? Et puis, le directeur de l'école
pouvez lui rappeler qu'il y a d'autres établissements scolaires dans la ville et que là encore, s'il ne répond pas à vos attentes, bah, vous pouvez envoyer votre enfant dans une autre école. D'accord? Ça, moi, c'est quelque chose que je conseille de faire parce que ça permet de vous différencier un petit peu et de ne pas avoir la même copie que tous les autres candidats. OK? Et puis, bien sûr, la dernière partie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous souhaitant bonne réception de ce courrier et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur, etc., l'expression de mes sentiments distingués. Donc, voilà, en gros, les 5 ou 6 parties que vous devez faire. Présentation personnelle et présentation du sujet. Ce que j'appelle, moi, l'hypocrisie. D'accord? Trouver les arguments en faveur de la personne à qui vous écrivez. Critique, numéro 3, critique. Numéro 4, on va trouver des solutions. Éventuellement, entre parenthèses, numéro 5, menacer. Et numéro 6, saluer, dire au revoir et remercier. D'accord? Donc, vous voyez, là encore, nous sommes très hypocrites, puisqu'on vient de le menacer, mais on le remercie quand même. C'est extrêmement malsain, on va dire, comme manière de faire, mais bon, c'est la manière française. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Les caractéristiques de la lettre formelle française sont comme ça. Si vous les respectez, vous aurez la moyenne sans aucun problème. D'accord? Alors, je vous ai donné un sujet, je vous en ai envoyé un, je crois. Je reprends, je crois que je vous ai donné celui sur… Voilà, l'environnement. Celui-là, vous l'avez eu normalement? Oui. Oui, avec les éoliennes. Normalement, vous avez eu ce document-là. Et il y a un sujet. La ville où vous habitez vient d'acquérir un nouveau terrain et la mairie projette d'y installer des éoliennes. Au nom de l'association écologiste que vous présidez, vous écrivez une lettre au maire pour exposer les inconvénients de ce projet. Puis vous proposez une autre idée pour utiliser ce terrain. Alors, 250 mots environ. Ça, c'est important. 250 mots. Il faut que vous respectiez ce nombre de mots, dans un sens ou dans l'autre. N'allez jamais en dessous de 230. D'accord? Si vous avez moins de 230 mots, vous serez sanctionné. Vous pouvez monter un petit peu si vous voulez. Mais attention, si plus vous montez, plus vous risquez de faire des fautes. C'est clair. D'accord? Plus vous écrivez, plus vous risquez de faire des fautes. Et plus il y aura de fautes, plus vous aurez de points en moins. Donc, c'est à double tranchant. Okay? Alors, ce sujet-là, donc c'est une lettre au maire. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous l'organiseriez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les 5 parties qu'on a vues tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Présentation personnelle, vous êtes qui? On est les directeurs de l'association écologiste. Ah, oui, on le dit président. on dit un président. Oui, on dit un président d'une association écologiste. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça implique, ce fait? Vous allez parler à quelle personne pendant toute la lettre? On va parler. Première. Première de quoi? Au maire de la ville. Au maire de la ville. Vous allez dire nous. Il n'y a pas de piège, hein. Vous pouvez répondre, hein, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Oui. On parle au maire de la ville ou on invite?
Oui, vous parlez au maire, mais vous, quand vous allez lui parler, vous allez dire je ou vous allez dire nous? Non, nous, en pluriel. Non, parce que c'est une association. Donc, Voilà, vous êtes président d'association, donc vous parlez au nom de Des tous les quelques membres de l'association et vous devez parler à la première personne du pluriel, nous. D'accord? Oui. Là, par exemple, si vous décidez d'écrire je, c'est une faute et vous aurez des points en moins. Parce que vous n'avez pas assez lu l'énoncé. OK? Donc ça, c'est une première chose. Alors, pourquoi vous écrivez? Parce que il y a des inconvénients à ce projet environnemental, Alors, quel projet? les éoliens, Voilà. l'installation des éoliens. Il faut le préciser. Avant de dire qu'il y a des inconvénients, il faut rappeler le projet. Oui, c'est bon. D'accord? Donc, tu écris parce que tu n'es pas d'accord avec le projet d'installation des éoliennes proposé par le maire. Comment tu es au courant de ce projet? Je ne sais pas. Non, moi non plus. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Inventé. Voilà, tu inventes. Ouais. Tu inventes. Tu peux dire que tu l'as appris dans le journal, que tu l'as entendu par une autre personne dans la ville. Il faut inventer. Il faut ce qu'on appelle une contextualisation. D'accord? Pour contextualiser le sujet et comme on vous dit rien dans le texte, dans l'énoncé, on ne vous dit pas comment vous l'avez appris, il faut l'inventer. Donc, je m'appelle Laurent Dupont. Je suis président de l'association environnementale. Et là, encore, vous pouvez inventer un nom pour l'association. Ouais. Ville nature pour tous, ou vous inventez un nom. D'accord? Un nom d'association. Et puis, donc, je vous écris au nom de mes associés ou de des adhérents de l'association, parce que nous avons appris dans le journal local, où nous avons appris par l'un de vos employés, que vous avez décidé que vous avez racheté un terrain et que vous allez y installer des éoliennes. Chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. D'accord? Alors, évidemment, vous n'allez pas utiliser ces mots-là exactement, mais vous pouvez le dire de manière différente. Plein de manières différentes. Mais voilà, en gros, le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Alors, je vous rappelle, c'est hypocrisie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez dire de gentil à ce monsieur le maire? Il faut caresser sa tête. Comment? Il faut caresser sa tête. J'ai pas compris, excuse-moi, Andrea. C'est dommage. Il faut caresser. Ah oui, caresser. Il faut caresser. Oui, non, mais comment? Alors, comment caresser? Mais bien évidemment, en écrite. Il faut rappeler éventuellement des décisions qu'il a prises auparavant. Oui, c'est ça. Qui allaient en faveur de la ville et de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de bien pour l'environnement dans la commune? Qu'est-ce que les maires peuvent faire pour la commune au niveau environnemental? Ouais. Oui, on peut rappeler que les éoliennes, c'est des énergies vertes, puis on est aussi à faveur de l'énergie renouvelable. D'accord. Vous pouvez dire qu'il a, par exemple, créé un jardin public pour les enfants, avec des arbres, etc., etc. Vous pouvez dire qu'il a interdit le centre-ville aux voitures pour éviter la pollution, qu'il a développé les vélos, les pistes cyclables pour éviter la pollution. Vous pouvez dire plein de choses.
nous vous remercions. Et bien évidemment, nous vous remercions pour toutes les choses que vous avez faites en faveur de l'environnement dans notre commune. Vous voyez, ce genre de phrase. Et vous donnez un ou deux exemples. Comme je vous ai dit, les pistes cyclables et autre chose. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'hypocrisie. Même si c'est vrai, il a fait des choses bien, cet homme. Il a fait des choses bien. Mais vous n'êtes pas d'accord avec sa décision, sa dernière décision, d'installer des éoliennes dans la commune, dans un terrain proche de la commune. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pour les oiseaux, pour les... Je sais pas. Quels sont les dangers des éoliennes? Quels sont les problèmes liés aux éoliennes? Les accidents avec les oiseaux, moi je pense. Les accidents avec les oiseaux, ok. Ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit, ok. Moi, j'en ai 3 derrière chez moi. Hein. J'en ai 3 derrière chez moi, des éoliennes. Quand il y a beaucoup de vent, je peux vous dire qu'on les entend. Hein. On les entend tourner. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Les champs éoliennes ne sont pas esthétiques. Alors, l'esthétisme, d'accord. Donc, nous avons dit l'esthétisme, nous avons dit le bruit, nous avons dit les oiseaux. Il y a également, je vais vous en dire un autre, il y a également le fait que les ondes sont très souvent coupées par ces éoliennes. C'est-à-dire qu'on capte très mal la télévision, par exemple. D'accord? Les téléphones portables, quelquefois, ne marchent pas, ne fonctionnent pas à cause des éoliennes. Ah bon? D'accord? Donc, c'est un autre problème. Et puis, il y a un 5e problème, peut-être plus sanitaire. Il y a des personnes qui se plaignent. Alors, bon, ce n'est pas prouvé médicalement. Nous avons un médecin parmi nous, donc elle va peut-être nous le dire. Ce n'est pas prouvé médicalement, mais il y a des personnes qui disent que ça provoque des problèmes au niveau du cerveau des enfants. Quand ils sont très proches des éoliennes, ça envoie des ondes dans les cerveaux et ça provoque des problèmes psychologiques chez les enfants. Alors, est-ce que c'est vérifié? J'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Mais voilà les critiques qui sont émises généralement par rapport à ces éoliennes. D'accord? Donc, évidemment, vous n'allez pas tout dire, mais vous allez en dire 2 ou 3. D'accord? 2 ou 3 critiques sur les conséquences de ces éoliennes. Et puis, ensuite, on vous l'a dit dans l'énoncé, 5e partie, il faut trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution? La non-installation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie possible? Une alternative comme l'énergie solaire. Ou... L'énergie solaire, très bien. Énergie solaire, très bien. Donc, vous pouvez très bien proposer d'installer des panneaux solaires dans ce champ. Okay. Alors, par contre, soyez un petit peu logique. C'est vrai que dans l'exemple que je vais vous donner, moi, je n'ai pas été logique parce que j'ai proposé justement les panneaux solaires dans une ville en Bretagne. En Bretagne où il ne fait jamais beau. Donc, je n'ai pas été très logique. Si vous proposez des panneaux solaires, mettez la ville à Toulouse ou à Marseille. Vous aurez plus de soleil. D'accord? Donc, je n'ai pas été très logique avec moi. Mais voilà les choses que vous pouvez proposer. Et vous pouvez proposer aussi… Des sondes géothermiques, par exemple. Oui, des sondes géothermiques. Des sondes géothermiques, oui, très bien. Oui. Des sondes géothermiques. Vous pouvez également utiliser, si vous avez des rivières ou si vous avez un barrage électrique, un barrage… Donc, vous avez plusieurs solutions possibles, plusieurs alternatives possibles au niveau énergie verte, d'accord, à l'éolien. Donc, alors, vous voyez qu'un sujet comme celui-là, si vous tombez dessus le jour de l'examen, bah, il est bien d'avoir préparé ce sujet.
D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille également, certains d'entre vous l'ont déjà m'ont acheté celui que j'avais fait, mais moi, ce que je vous conseille de faire le vôtre également, c'est donc des fiches argumentatives. D'accord? Et dans ces fiches, vous allez faire par exemple une fiche les éoliennes et vous allez mettre les avantages, les inconvénients, les solutions. Comme ça, le jour de l'examen, si vous tombez sur ces éoliennes, bah, vous saurez quoi répondre. Parce qu'il faut savoir que les sujets sont très vastes pour le B2. On peut vous interroger. On a tous une spécialité. Moi, c'est plutôt les lettres, c'est plutôt la littérature, d'accord? Ou l'histoire. Je ne suis pas scientifique. OK? Mais il y a par contre des personnes scientifiques qui n'ont aucune connaissance littéraire. Mais il faut que vous soyez un petit peu complet. Il faut que vous ayez des idées sur tout. Il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe de manière plus précise en France. Il faut que vous sachiez ce qui se passe en France. Il faut que vous sachiez les décisions qui sont prises au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Vous devez savoir ce qui se passe, par exemple, sur l'environnement. On parlait de l'environnement. Il faut que vous sachiez un petit peu ce qui se passe dans le monde au niveau environnemental. Si je vous parle, on aura un sujet comme ça en expression orale. Si je vous parle de l'huile de palme, il faut que vous soyez capable de me donner les avantages et les inconvénients de l'huile de palme. Si vous n'avez pas réfléchi avant au problème, Difficile. tomber là-dessus le jour de l'examen, vous aurez un peu de difficulté. Donc, il faut anticiper cet examen et préparer des fiches argumentatives. Alors, on va en faire quelques-unes ensemble pendant la formation. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure de vos lectures ou des écoutes de la radio que vous faites, c'est de prendre des notes et de noter toutes les idées qui apparaissent. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important également, de faire des fiches. Et puis donc, je reviens à cette lettre formelle, la dernière partie, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Dernière partie, vous pouvez éventuellement menacer de manière gentille le maire en lui rappelant qu'il a été élu grâce à un... Tu habites où? À Murcie et il fait froid? Oh. Mon Dieu. Il fait un peu froid, oui, parce que Oh j'ai là là, dans Murcie. ces chambres. Il fait combien, Murcie? Il fait combien, Murcie, aujourd'hui? Je ne sais pas, 22, 23. 11 ici aujourd'hui. 11. 11, ouais. Elle a plu. Donc, oui, il faut que vous rappeliez au maire qu'il a pris des bonnes décisions à une certaine période, mais la décision qu'il a prise ne vous convient pas et que s'il persiste dans sa décision, bah, il est possible que vous ne le suiviez pas au cours des prochaines élections. D'accord? Donc, il faut éventuellement le menacer et puis après, lui dire « Vous souhaitant bonne réception de ce courrier et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. » Alors, attention, on dit monsieur le maire, M-A-I-R-E. D'accord? Si c'est une femme, vous dites madame le maire, M-A-I-R-E. Je ne veux pas voir de madame le mairie ou la mairie. D'accord? Mairie, M-A-I-R-I-E, c'est le lieu, c'est l'endroit. C'est en espagnol, el ayuntamiento. Oui. Et en anglais. Donc, la mairie, c'est le lieu. Le maire, c'est la personne. Il ne faut surtout pas mélanger les deux. D'accord? Donc, je vous ai donné un petit peu toutes les caractéristiques de la lettre formelle. Moi, ce que je vais vous demander, on va dire pas pour jeudi parce que ça fait peut-être beaucoup, mais pour samedi, vous essayez de me faire cette lettre formelle. On vient de voir ensemble là. Vous essayez de la rédiger complètement
et de me l'envoyer. Et moi, je vais la corriger. OK? Je vais la corriger, je vais vous donner tous les commentaires possibles, les choses que vous avez faites, les choses que vous n'avez pas faites, les choses qu'il faut améliorer. D'accord? Nous verrons également des points grammaticaux. Je ferai une synthèse des copies que vous m'avez envoyées et des erreurs que je retrouve, erreurs grammaticales, conjugaisons, etc., que je retrouve, et nous verrons ensemble comment les améliorer. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans la lettre formelle qu'il faut que vous pensiez à faire, ce sont les connecteurs. D'accord? Les connecteurs sont extrêmement importants. Pour donner un exemple, vous allez dire par exemple c'est pourquoi. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez dire cependant ou toutefois, etc., etc. D'accord? Tous ces connecteurs, il faut que vous appreniez à les utiliser. Plus vous utiliserez de connecteurs, mieux, plus de points vous aurez. Autre chose, ça fait beaucoup de choses en même temps, hein. Les temps que vous allez devoir utiliser. Je souhaiterais, je ne sais pas si vous le maîtrisez actuellement, je voudrais que vous maîtrisiez 2 temps qui sont un petit peu difficiles. C'est le subjonctif Conditionnel. et le conditionnel. D'accord? Conditionnel et subjonctif. Je vais vous expliquer au niveau du B2 ce qui se passe. Pour un B2, si vous n'utilisez pas le subjonctif, bon, vous ne serez pas sanctionné. Si vous utilisez le subjonctif, vous aurez des points en plus. D'accord? Pour le C1, pour en venir tout de suite au C1, si vous n'utilisez pas le subjonctif, vous aurez des points en moins. Parce qu'on estime que vous devez maîtriser le subjonctif. D'accord? Donc, dans la dernière partie, la 4e ou la 5e partie, la 4e, les solutions. La partie solution, il faut que vous le fassiez ou au subjonctif ou au conditionnel. Il faudrait que, il serait intéressant que, et puis toutes ces expressions sont suivies du subjonctif. D'accord? Alors, nous allons faire un cours sur le subjonctif. Je vous ferai un cours complet sur le subjonctif et je vous expliquerai dans quelles conditions l'utiliser. Mais il va falloir que vous maîtrisiez ce subjonctif et je veux, dans toutes les copies que vous allez m'envoyer, que vous mettiez du conditionnel et du subjonctif. Alors, prenez le temps de les faire. Normalement, à l'examen, vous avez, je ne sais plus, 3/4 d'heure ou 1 heure, on reverra ça. Mais même si vous mettez 2 heures ou 3 heures, ce n'est pas grave. Prenez votre temps. Cherchez dans un dictionnaire, dans une grammaire. Mais apprenez à bien rédiger vos courriers. Et puis moi, je vous donnerai mon avis sur la copie, combien elle vaut à peu près sur 25. Okay, combien elle vaudrait à peu près sur 25 à l'examen. Généralement, je ne me trompe pas. D'accord? À 1 ou 2 points près, je sais à peu près combien vous auriez. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà pour la lettre formelle et pour la lettre au maire. Alors, donc, vous allez essayer de me faire cette lettre formelle au maire, dans un premier temps. Et puis, donc, mercredi, nous verrons, pas mercredi, pardon, jeudi ou samedi, nous verrons une autre lettre formelle, c'est celle au directeur d'école. Et là, pendant le week-end, je vous demanderai d'en faire une deuxième. Alors, je vais vous en demander d'en faire régulièrement. Peut-être que vous ne pourrez pas tout faire. D'accord? Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je préfère que vous mettiez 3 heures à en faire une plutôt que d'en faire 2 en 1 heure. Parce que vous allez mal le faire. Vous allez faire des fautes partout et ça ne va pas vous être utile. Vous n'allez pas apprendre. Donc, prenez votre temps, travaillez d'une manière calme, reposée, relisez bien les méthodologies. Ah oui, quelles sont les parties, etc., etc. Quelle doit être la première partie. Analysez bien les sujets et normalement, ça devrait bien se passer pour l'examen d'expression écrite. Nous verrons qu'il y a d'autres, il n'y a pas que la lettre formelle, hein. Il y a également la lettre dans un forum qui tombe très souvent. Nous travaillerons cette lettre dans un forum et nous avons l'essai argumenté. Nous verrons comment travailler l'essai argumenté également. Donc, nous verrons toutes les différentes parties de l'expression écrite.
Alors, maintenant, on va passer à autre chose, totalement autre chose. Je vais vous faire, j'espère que le son va être bon et que vous allez bien entendre. Je vais vous faire écouter un fichier audio. Il ne dure pas trop longtemps, il dure 4 minutes. C'est un discours qui a été fait par le président français, M. Macron, il y a 3 jours. D'accord? Donc, vous allez écouter ce discours. Alors, c'est un résumé, hein. C'est pas, parce que son discours, il dure une demi-heure. Mais c'est un résumé en 3 minutes ou 4 minutes. Et vous allez essayer de prendre des notes. Et puis, après, vous allez me dire ce que vous avez compris. OK? Oui. Ok. Alors, on va démarrer. Vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Oui. C'est parti. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront le 9 décembre prochain, en Conseil des ministres, un projet de loi qui, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905, visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision, sans doute, je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Les élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes, les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici, où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations, en constatant cette errance républicaine, et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités aux faits de terrorisme, de racisme et d'antisémitisme. Ils seront étendus à d'autres motifs, comme les faits d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou physique. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations et assumer que, en vertu de nos principes républicains, et sans attendre que ce soit le pire, on puisse dissoudre les associations dont il est établi qu'elles portent ces messages. Au sein de nombreux services publics exercés par des entreprises, en particulier les transports en commun, nous avons aussi vu ces dernières années se multiplier les dérives. Des contrôleurs qui refusent à des femmes l'accès au bus en raison de leur tenue, pour être très clair, parce qu'elles n'ont pas une tenue qu'ils considèrent eux-mêmes comme décente. Des demandes de port du signe ostentatoire d'agents, certes délégataires privés, d'agents qui exercent des services délégués par la commune, par le département, par l'État, et donc qui portent ces signes dans le cadre de leur mission. Ce que ce texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agents publics, dans le cadre, évidemment, de leur action, mais surtout, elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires, ce qui n'était pas clairement le cas jusqu'à Vous le savez, nous sommes un pays où nous organisions la formation des imams dans des pays étrangers, mais aussi celle de psalmodieurs que nous faisions venir de manière régulière. C'est la Turquie, le Maroc et l'Algérie qui fournissaient ces imams et ces psalmodieurs. Nous avons décidé de mettre fin à ce système, de manière totalement apaisée, avec les pays d'origine. Et en transition, c'est-à-dire sur 4 ans, en moyenne, il faut que les choses se fassent progressivement, parce que je
vais y revenir, nous allons nous-mêmes former nos imams et nos salmodeurs. Les musulmans en France. Voilà, c'est fini. Alors, il a annoncé 5 choses. Est-ce que vous pouvez me résumer plus ou moins? C'est des sujets chauds. C'est la fin de l'instruction à domicile. La fin de l'enseignement à domicile. D'accord. Pour qui? Enfants, pour des enfants. À partir de quel âge? Je n'ai pas compris. L'enseignement primaire. Alors, à partir de l'enseignement primaire, 3 ans. Voilà, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, l'école devient obligatoire en France. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Est-ce que ça ne vous étonne pas? Est-ce que pour vous, en France, l'école n'est pas obligatoire? C'est l'enseignement qui doit être obligatoire. Voilà, très bien, très bien. En France, c'est l'enseignement qui est obligatoire, pas l'école. C'est-à-dire que moi, par exemple, professeur, je dis, je suis tout à fait capable d'enseigner à mon fils les différentes matières. Pourquoi je l'enverrai à l'école? Il reste à la maison, c'est moi qui lui fais tous les cours et il ne bouge pas de la maison. J'ai le droit de le faire. En France, j'ai le droit de faire ça. À partir de septembre 2021, ce sera interdit. D'accord? Tous les élèves devront aller à l'école. Sauf certains. Lesquels? Par exemple, qui ont des maladies chroniques ou rares. Voilà. Les élèves qui sont malades, qui ont des maladies graves et qui donc ne peuvent pas aller à l'école, oui, qui, eux, seront autorisés à suivre ce que l'on appelle des cours par correspondance avec ce qu'on appelle en France le CNED, C-N-E-D, d'accord, le Centre national d'enseignement à distance. Donc, ces enfants auront le droit de rester chez eux et de suivre les cours du CNED. Donc, ce sera la seule autorisation pour ces élèves. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose qu'il a décidé. Est-ce que vous avez retenu autre chose? Le dernier, j'ai compris très mal tout ça. J'ai très mal compris. Oui. Merci. Pardon, j'ai très mal compris, oui. De toute façon, le dernier. Oui. Faire venir les imams de l'étranger. Oui. Et pour former les imams en France et pas en étranger. Voilà. Actuellement, les imams qui exercent en France viennent tous de 3 pays différents. Est-ce que vous pouvez me les citer, les pays? Il les a cités. Hein. La Turquie. La Turquie? Ouais, j'ai retenu ça. La Turquie. Tunisie, peut-être? Turquie, Maroc, Algérie. Ok. Turquie, Maroc, Algérie. Donc, Argelia, Marruecos et Turquie. Donc, voilà les 3 pays qui actuellement fournissent les imams en France. Et donc, M. Macron a dit qu'à partir de... Alors, il a dit sur une certaine période. 4 ans. Oui, voilà. Sur 3-4 ans, tous les imams seront formés en France. En France, oui. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième décision qu'il a prise. Troisième décision qu'il a prise. Il va renforcer les contrôles. Où? De l'éducation privée. Non. Alors ça, c'était la première partie. On est toujours dans la première partie, mais dans la deuxième. Il va renforcer les contrôles de qui? Il a dit les élus. C'est qui les élus? Oui, les élus, c'est
des maires et tout ça, non? Voilà, les maires, les maires. Politique Voilà, locale. les maires. Actuellement, quels sont les problèmes, les décisions prises par les maires que critique le gouvernement? Quelles sont ces décisions? Il parlait de beaucoup de choses. Je ne sais pas si il avait comment. Il a cité 2-3 choses. Ouais, ouais, j'ai compris les. Je ne sais pas Alors, si. il a parlé des écoles. Il a parlé des menus de la cantine des écoles. Voilà, menus de la cantine. Voilà, les menus de la cantine, ce qu'ils appellent les menus confessionnels. C'est-à-dire que certaines écoles, où il y a notamment une forte population immigrée, ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent donc des menus ou kasher pour la religion juive ou des menus halal pour la religion musulmane. À partir de l'année prochaine, ce sera interdit. D'accord? Et si les maires refusent, c'est-à-dire ne respectent pas la loi, qu'est-ce qui va se passer pour ces maires-là? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Non. Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, je vais vous envoyer le fichier audio, hein, donc vous pourrez le réécouter. Donc, Oh oui, s'il vous plaît. essayez de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, les maires qui ne respectent pas la loi seront, entre parenthèses, sanctionnés. Comment? Donc ça, il faudra que vous répondiez à cette question-là. D'accord. Ensuite, il critique également les transports publics. Qu'est-ce qui se passe dans les transports publics? Oui, ça se peut qu'il y a des différenciations entre les partis des hommes et des femmes. Il parlait de quelque chose pareil. Alors ça, il le parle, mais il ne parle pas dans les transports publics, il parle dans un autre lieu où il y a eu des problèmes, c'est vrai, l'été dernier. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça l'été dernier en France. C'est les piscines. Ok. Que les hommes et les femmes, notamment donc dans les lieux où il y a beaucoup d'immigration maghrébine, donc musulmane, les femmes refusaient de se baigner dans la même piscine que les hommes. D'accord? Donc, certaines piscines ont fermé l'accès aux hommes pour que les femmes puissent aller à la piscine. Ce sera interdit l'année prochaine. Ce sera interdit. D'accord? Laïcité, on ne doit pas séparer les hommes des femmes. OK? Donc ça, ce sera une décision qui a été prise également au niveau des piscines. Donc les cantines, les piscines, on a dit les transports publics. Donc, alors les transports publics, il y a un problème dans les transports publics. Là encore, je vous laisse le temps de réécouter, essayer de me trouver les problèmes qu'il y a dans les transports publics. OK? Vous voyez, il a pris beaucoup de décisions. Alors, je précise un petit peu le système politique français fait que ce n'est pas le président qui prend une décision. D'accord? Le président propose une loi. Ensuite, il est débattu au Parlement. Et ensuite, si le Parlement accepte cette loi, elle passe ensuite au Sénat. D'accord? Qui doit également valider cette loi pour qu'elle soit validée définitivement. Donc, c'est un projet de loi, ce n'est pas encore définitif. Peut-être que la loi ne passera pas, mais bon, M. Macron, en tant que président, a une majorité au niveau du gouvernement. Donc, c'est pas comme en Espagne, par exemple, où il n'y a pas de majorité. Oui. Il y a plein de petits partis différents qui n'ont aucun d'entre eux n'a de majorité. Le parti politique de M. Macron a la majorité absolue, donc normalement, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème pour faire passer une loi. Donc, voilà un petit peu le premier document que je vais vous envoyer et sur lequel je vais vous poser quelques questions et vous devrez y répondre. OK? OK, d'accord. Troisième chose que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je ne sais plus si j'ai mis le document. Je ne sais même pas si je l'ai imprimé, moi. J'espère que je vous l'ai donné quand même. Je regarde quand même si je vous l'ai donné. Non, je ne vous l'ai pas donné. Ah si, expression orale, l'huile de palme. Voilà, l'huile de palme, je vous l'ai donné.
Donc là, je suis en train de l'ouvrir, moi. Normalement, vous l'avez également. Alors, vous l'avez le document devant vous ou pas? Ouais. Non. Il faut Non. que j'ouvre. Il faut que j'ouvre. Comme tu veux. Alors, je peux lire le sujet, hein, si vous voulez. Mais non, je l'ai déjà lu. J'ai essayé de. Les coulisses de l'huile de palme. Donc, c'est un sujet qui s'appelle Dans les coulisses de l'huile de palme. Ah, D'accord? Et donc, ça, c'est ce que l'on appelle, c'est ce qu'on va vous demander de faire dans une expression orale. Alors, l'expression orale, c'est ce que l'on appelle en B2 le point de vue. Alors, c'est une méthodologie qui est un petit peu difficile également. Un petit peu comme la lettre formelle, il faut avoir à bien apprendre la méthodologie et si vous la respectez, là encore, vous êtes à peu près certain d'avoir la moyenne. Donc, vous allez systématiquement avoir un petit texte à votre disposition, petit texte de, on va dire, 8-12 lignes maximum. Il va falloir trouver le problème, la problématique qui est proposée dans ce texte. D'accord? Et cette problématique, il va falloir que vous la montriez, que vous la développiez sous la forme d'une question que vous allez créer. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez tous lu le texte. Oui. Donc, alors, quelle est la question que l'on pourrait se poser par rapport à ce texte? Est-ce que la production de l'huile de palme n'apporte que des avantages aux producteurs et à la nature? Voilà, c'est une question possible, tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as commencé ta question par est-ce que. Est-ce que tu pourrais Oui. m'enlever le est-ce que, s'il te plaît? Là, c'est de la grammaire. Hein. C'est plus de. D'accord. Comment fait-on une question formelle en français? Ok. Avec une inversion de sujet et le verbe. Voilà, donc vas-y, essaye de la faire. La production de l'huile de palme pourrait nous apporter. Alors, tu n'as pas fait d'inversion là. Tu n'as Pardon? pas fait d'inversion sujet-verbe là. Tu as dit la production de l'huile de palme pourrait. Alors, comment tu vas faire ton inversion? Qu'est-ce que ça veut dire aversion? C'est-à-dire que tu vas répéter le sujet derrière le verbe. Ok. Donc, la production de l'huile de palme pourrait-elle? Tu vas le répéter Oui, sous la d'accord. forme d'un pronom. Le pronom qui correspond au sujet. La production féminin singulier. Donc, c'est elle. Donc, la production pourrait-elle? Pourrait. L'homme pourrait-il? La femme pourrait-elle? Les enfants pourraient-ils? ILS, etc., etc. Donc, ça, pareil, nous ferons des exercices là-dessus pour travailler la question formelle. Moi, je vous conseille de travailler énormément la question formelle. D'accord? Elle vous sera utile à peu près dans tous les cas. OK? Je préfère que vous fassiez une question formelle plutôt que du est-ce que partout, qui est limité, on va dire, à l'oral. Je ne veux pas, par exemple, que vous fassiez des questions informelles avec est-ce que dans un document écrit. Dans un document écrit, je veux des questions formelles. Est-ce qu'on pourrait commencer par quel, par exemple? Quels sont les impacts observés? Est-ce qu'on pourrait commencer avec? Oui, quels sont les impacts observés? Oui. D'accord. Quels sont les impacts observés sur la population? Alors, d'accord. Comment tu vas développer ton sujet avec cette question-là? Quels sont les impacts observés? Comment tu vas développer ton sujet? Cet article soulève les dangers écologiques et humains de la production de l'huile de palme, tant j'entends des critiques à l'égard de son effet sur la santé. Oui, oui, oui. Alors ça, quelles vont être les différentes parties de l'introduction? Alors, bon, je vous rappelle, il va y avoir introduction, développement, conclusion. Dans l'introduction, qu'est-ce que vous allez dire?
Dans la conclusion? Non, dans l'introduction, pardon. Dans l'introduction. Ça pourrait être, ce dernier pourrait être le sujet et le problème et la problématique, c'est la question. D'accord. Alors, comment tu vas présenter le sujet? Est-ce que le texte, tu vas en parler ou pas? Oui, je parlerai des dangers écologiques et humains. Non, le texte. Est-ce que tu vas le présenter, le texte? En fait, dans la première partie, dans l'introduction, la première chose que vous devez faire, c'est présenter le texte qu'on vous a fourni. Le texte que je vais présenter aujourd'hui s'appelle… Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Il a été écrit en 2013. Alors, bon, c'est peut-être pas le cas, hein, je n'ai pas le document sous les yeux. Là. Il a été écrit en 2013 par, et vous donnez le nom du journaliste, et il a été publié dans la revue, ici je crois que c'était Phosphore. Oui, c'est Phosphore. Oui. Phosphore, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine pour adolescents. D'accord. D'accord. C'est un magazine pour les ados, pour les enfants. Donc c'est voilà la première chose que vous devez faire. Oui, ça j'ai oublié. Et vous pouvez intégrer, alors si vous voulez gagner des points, vous pouvez intégrer cette présentation en montrant en même temps l'importance du sujet en 2020. D'accord? Vous pouvez dire, nous connaissons tous le problème sanitaire, pas sanitaire, mais les problèmes, on va dire… environnementaux. Je ne parle pas de l'environnement, je parle au niveau de la santé. La santé des enfants. Alors, bon, avec une pâte chocolatée que tout le monde connaît, qui utilise l'huile de palme, que je ne citerai pas, qui commence par un N et qui finit par un A. Je ne peux pas le dire. Oh, Nutella, hein, je peux le dire. C'est vrai qu'il y a un gros problème de consommation d'huile de palme chez les enfants, et donc de problèmes également de surpoids, d'obésité chez les enfants, provoqués par l'huile de palme ou par les produits qui sont à base d'huile de palme. Et c'est l'un des dangers dont nous parle le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Vous voyez, j'ai introduit le texte dans un problème de société actuelle. Ça, c'est, on va dire, la meilleure des solutions pour réellement intégrer, pour gagner des points. Mais si vous faites juste le texte que je vais vous présenter, vous aurez largement la moyenne également. OK? Donc, vous présentez le texte, son auteur, la date, s'il y en a. Hein. S'il n'y en a pas, vous ne dites rien. Et la source, ce qu'on appelle la source, c'est la revue dans laquelle il a été publié, le journal ou Internet, etc. Si ça commence par 3W, ça arrive quelquefois que la source commence par 3W, ne dites pas www. Etc. Vous dites sur le site Internet Phosphore ou le site Internet du Monde. Ça ne sert à rien de dire toutes les lettres de l'adresse mail. OK? Ensuite, vous allez présenter votre problématique. Et votre problématique, vous allez commencer par exemple par la phrase, vous avez tout ça dans le document, hein, mais je vous le répète, ce texte nous permet de nous poser la question suivante. Et là, vous posez votre problématique. Quels sont les impacts de l'utilisation de l'huile de palme dans notre quotidien? Et puis, troisième partie de votre introduction, vous allez devoir présenter votre plan. Donc, le plan que vous allez utiliser pour répondre à cette question. Alors, quels peuvent être les différents plans
que vous pouvez présenter. Les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages et les inconvénients. Alors, ça, ouais. Avantages, inconvénients, est-ce que tu peux me trouver une troisième partie? Pardon? J'ai pas bien entendu, pardon. Est-ce que tu peux me trouver une troisième partie? Avantages, inconvénients? Problématique. Non. Solution. Solution. Voilà, solution. Problème, avantage, inconvénient, solution. Ça, c'est un plan classique. Avantage, inconvénient, solution. C'est un plan classique. Il y en a un autre type qui fonctionnerait peut-être mieux sur celui-là. C'est ce qu'on appelle le plan thématique. Le plan thématique, où vous allez dire, la question c'était quels sont les impacts. Alors, vous pouvez dire que dans un premier temps, nous verrons les impacts environnementaux, puis les impacts, on va dire, physiques, sociaux, et puis les impacts donc au niveau de la santé. D'accord? Donc, vous pouvez donner vos parties par thème. C'est un autre type de plan. Attention, tout à l'heure, vous aviez dit avantage, inconvénient, solution. Quelquefois, ce plan ne fonctionne pas. D'accord? Je vais vous donner un sujet classique. Vous allez rigoler. Mais, enfin, non, vous n'allez pas rigoler, mais vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Si je vous donne un sujet sur la violence contre les femmes, avantage, inconvénient, ça va être dur. Hein. Les avantages de frapper les femmes, ça va être dur. OK? Donc, vous voyez bien qu'il y a des sujets pour lesquels avantage, inconvénient, c'est pas possible. Oui. D'accord? Donc, dans ces cas-là, un plan qui va fonctionner, c'est problème, conséquence, solution. D'accord? Donc, quelquefois, le plan problème-avantage, enfin, avantage-inconvénient ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, le plan problème, conséquence, solution fonctionne. Donc, il faut réfléchir tout de suite. Il y a des sujets. Si vous perdez trop de temps dans un plan qui ne fonctionne pas, vous allez vous retrouver au bout d'une demi-heure à ne plus savoir quoi présenter. OK? Il y a plein de sujets comme ça où avantage, inconvénient n'est pas possible. Il y en a beaucoup des sujets comme ça. Donc, dans ces cas-là, problème, conséquence, solution. Par exemple, la déforestation. Trouver des avantages à la déforestation ou le réchauffement climatique. Trouver des avantages au réchauffement climatique, c'est difficile. D'accord? Il faut parler des problèmes, les conséquences que ce réchauffement a sur notre société au jour le jour. Nous l'avons vécu en France il y a 3 jours. Je ne sais pas si vous avez vu en France, le nord de l'Italie également, les pluies diluviennes qu'ils ont eues, les nombreux morts, les villages qui ont disparu, qui ont été emportés par les eaux, etc. Ça, c'est une cause du réchauffement climatique. Et donc, les solutions. Quelles solutions pour éviter que ça recommence? Donc, là, ça marche. Mais problème, avantage, inconvénient, ça ne marchera pas. Donc, il faut réfléchir au plan que vous allez présenter. Donc, j'en finis avec mon introduction. J'ai d'abord présenté le texte, auteur, date, etc. Puis, j'ai présenté la problématique, la question, et ensuite, j'ai présenté mon plan. Dans un premier temps, nous verrons, où nous pouvons tout d'abord réfléchir aux impacts environnementaux, puis dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les impacts sociaux, et nous terminerons par les impacts sur la santé, les impacts sanitaires de l'utilisation de l'huile de palme. Et ça, vous avez fini votre introduction. Et là, vous allez commencer votre développement. Et dans votre développement, vous allez reprendre chacune des parties. Un des problèmes environnementaux est la destruction de la forêt, par exemple.
destruction de la forêt amazonienne pour planter des palmiers ou des forêts en Malaisie, par exemple, pour planter des palmiers. Et puis, vous allez devoir trouver 2 problèmes environnementaux, puis 2 problèmes sociaux, puis 2 problèmes sanitaires. Et pour chacun de ces problèmes, il va falloir que vous présentiez un exemple. D'accord. OK? Donc, ça va être votre développement. Et puis ensuite, vous avez la conclusion. La conclusion dans laquelle vous allez faire une synthèse un petit peu très rapide, donc un résumé de ce que vous avez dit, très rapide, en 2-3 phrases. Et vous allez donner votre point de vue personnel. Vous allez dire réellement, c'est seulement à partir de maintenant, de l'introduction, vous allez dire « moi, je pense que ». D'accord? Et vous allez finir par une ouverture. Ce qu'on appelle une ouverture, on reverra tous ces points-là, ne vous inquiétez pas. Vous allez finir par une ouverture dans laquelle vous allez ouvrir le sujet sur quelque chose d'un petit peu plus vaste. OK? Par exemple, l'huile de palme, on parle de l'huile de palme, mais on pourrait également parler d'un autre problème fréquent en ce moment, dont tout le monde parle en ce moment, c'est la surconsommation de viande. D'accord? On dit qu'il y a un danger sanitaire avec cette consommation d'huile de palme, mais est-ce qu'il n'y a pas également un danger sanitaire avec la consommation de la viande? Est-ce que les Européens en général, puisque ce sont surtout les pays développés, est-ce que les pays développés en général ne consomment pas trop de viande? D'où des problèmes de santé également, cholestérol, surpoids et autres. Donc, voilà comment vous pouvez développer un plan. Vous avez une demi-heure pour le préparer et environ, on va dire, 10-15 minutes pour le présenter. Et au bout de ces 10-15 minutes, les membres du jury vont vous poser des questions. Nous reverrons les types de questions qu'ils vous posent. OK? Donc, ouais, là, il est l'heure déjà. Donc, moi, pour le prochain cours, ce que vous essayez de faire, c'est de préparer un petit peu votre… Si vous avez le temps de la faire, vous me faites la lettre formelle. OK. La lettre au maire. Et vous réfléchissez un petit peu aux arguments que vous allez mettre dans votre expression orale. C'est-à-dire les 2 arguments environnementaux, les 2 arguments sociaux et les 2 arguments sanitaires. OK, vous réfléchissez, on en parlera ensemble. Et puis, donc, pour le cours suivant, vous essaierez de vous enregistrer et de me présenter cette expression orale. OK? Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo, vous l'aurez, mais plus tard dans la soirée, parce que le temps qu'elle se télécharge, surtout que j'ai un autre cours qui commence dans une demi-heure. Donc, si je télécharge en même temps que je fais mon cours, ça va couper. Donc, je suis obligé d'attendre que le cours se termine. Donc, je vous mettrai ça ce soir. Et puis, donc, on se revoit jeudi à la même heure. Jeudi à la même heure. Et puis, on continuera. On reverra tout ça. Je vais vous envoyer également, je vais vous mettre en ligne le fichier audio. D'accord? Le discours de Macron. Et puis, je vous mettrai quelques questions. Vous essayez d'y réfléchir également. D'accord. OK, merci. Et si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez bien entendu me les envoyer par WhatsApp. Vous me posez une question par WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone sur tous les documents. En haut du document, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un petit WhatsApp. Vous me dites « j'ai pas compris telle chose », etc. Et je vous répondrai. Il n'y a aucun souci. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sergio, toi. Pas vous. Toi. Ne me voyez pas, s'il vous plaît. Je me trouve vieux comme ça. Si en plus vous me voyez, je vais avoir l'impression d'être un retraité. D'accord. Je suis la plus âgée parmi nous. Et… Je suis pas sûr. Si, je suis la plus âgée. Si,
Je Ah suis bon? une mamie, vous allez voir, j'espère. Andrea, j'espère que pour la prochaine, on peut te On va voir. te voir, j'espère qu'on pourra te voir la prochaine fois. Oui, Ouais. oui, il me semble qu'il faudrait que je redémarre mon ordinateur portable. Sinon, c'est ma caméra qui est en panne. Il faut que je révise un peu. D'accord. D'accord, d'accord. À Merci. jeudi. Bonne soirée à tous. À Bonne jeudi. soirée. Ouais. Bye. Au revoir, salut.